Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du 12e homme. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec un ancien footballeur professionnel qui s'est désormais reconverti à agent et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Nicolas Dios, bonjour. Bonjour à tous. Alors déjà, j'espère qu'en cette période de confinement et de coronavirus, vous et vos proches sont en bonne santé. Ça va bien, merci. Tout va bien, la famille. Moi aussi, même si j'ai eu des petits doutes sur la première semaine de confinement, j'étais un peu malade. Bon, je ne sais pas si j'étais atteint du coronavirus, mais en tout cas, aujourd'hui, tout va bien, tout est rentré à l'ordre et la famille se porte bien également. C'est le plus Bon, important. ben, c'est le plus important, effectivement, comme vous dites, mais cette période un peu sombre, je vous propose de parler quelque chose de plus réjouissant, le football, et de revenir sur votre carrière et notamment une de vos meilleures saisons, je pense, celle avec le Toulouse Football Club, la saison 2006-2007, où vous êtes 12e de la phase aller et avec avec une phase retour ahurissante, vu que vous prenez 34 points, vous accédez au barrage de la Ligue des Champions, au nez à la barbe de Rennes, Lens, de Bordeaux et de Sochaux qui terminent à un point derrière vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette folle dernière journée où vous battez les Girondins 3-1? J'imagine que c'est encore dans votre mémoire. Oui, clairement, ça fait partie des matchs références de ma carrière. C'était un match qui suivait. Bon, c'est vrai qu'on a bénéficié aussi de circonstances très favorables, puisque la week-end d'avant, on a joué à Nantes ou à 0-0. Nantes qui était en passe d'être relégué en Ligue 2. Il y a eu un envahissement du terrain. Et donc, on a eu un match gagné sur tapis vert. Donc, on a profité de cette circonstance-là pour pouvoir se positionner et avec pas mal de circonstances sur la dernière journée, victoire, défaite des uns et des autres. Nous aussi, on savait qu'il fallait qu'on gagne. Et c'est vrai que bon, on a fait un très très gros match contre les Girondins dans un derby de la Garonne, dans un stadium plein qui n'avait pas vibré comme ça depuis des années. Pour moi qui suis un régional de l'étape, c'est vrai que ça a été un moment particulier de vivre ce moment de fusion, de partage, de communion avec le public. Et clairement, ça fait partie des grands souvenirs de footballeur. Justement, j'imagine aussi que c'est une des équipes les plus fortes dans lesquelles vous avez évolué, avec des joueurs comme Jérémy Mathieu, Achille Emana, Johan Elmander, l'attaquant suédois. Oui, oui, c'est une équipe qui a beaucoup de qualité. C'est sans doute, oui, la meilleure intrinsèquement. On avait trouvé les ingrédients de la réussite, à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. C'est un peu gâté l'année d'après, pour plein de raisons. Mais cette saison-là, elle est partie voilà, avec un management des l'époque qui était cette année-là parfait. Et beaucoup de planètes se sont alignées pour qu'on arrive à décrocher le barrage de Ligue des Champions. Donc c'est de très grands souvenirs. Justement, ce barrage, donc, qui on l'imagine a dû être une émotion forte pour vous, vu que Toulouse est votre club formateur. Vous affrontez Liverpool, une des meilleures équipes d'Europe. Vous faites un match très très honorable, on peut le dire, à l'aller au stadium, vu que vous perdez que 1-0, avant de perdre 4-0 à Anfield. Du coup, malgré l'ampleur du score, ça reste un bon souvenir pour vous, au contraire un peu d'amertume quand même face au résultat. Non, non, moi, clairement, pour moi, ça reste un très grand souvenir, que ce soit le match aller ou le match retour. Euh, je sais personnellement le joueur que j'étais et avoir déjà participé au premier Ligue des Champions, c'est déjà voilà, quelque chose de très très bien par rapport à ce que j'envisageais de faire dans ce métier-là. Donc, je n'ai pas d'amertume, j'ai profité complètement du moment. On savait qu'on avait affaire à une montagne. Il aurait fallu là aussi des circonstances voilà, favorables pour qu'on puisse entrevoir l'espoir de se qualifier pour la phase régulière. Donc, non, non, aucun regret, que des bons souvenirs. Et ça nous a permis de nous qualifier pour l'Europa League. Ensuite, après cette dernière saison à Toulouse, vous rejoignez en Ligue 1, vous allez être relégué, puis vous rejoignez Grenoble, vous allez être également relégué, et ensuite avec Grenoble en Ligue 2, vous êtes rétrogradé administrativement. Comment, quand on est footballeur, on imagine que ça provoque beaucoup de fatigue mentale, et comment on fait pour se relever de ces nombreuses déceptions au fil des saisons? Le truc, c'est que quand vous prenez la décision de relever ces challenges, bien sûr qu'avant de les relever, vous n'imaginez pas que ça va être l'échec. Et c'est la vie d'un footballeur. C'est vrai que j'ai 3 saisons, 3 relégations de rang. Voilà, après, on rigole. Moi, aujourd'hui, j'en rigole. Hein, je veux dire, champion ou autre.
c'est la vie du footballeur. Je ne connais pas un footballeur qui a connu des carrières linéaires. On a tous nos moments difficiles. Ce sont 3 saisons difficiles, chacune à leur façon, mais qui au final vous enrichissent sous plein d'aspects. Voilà, très bien dit Nelson Mandela, on ne perd pas, on gagne ou on apprend. Donc c'est pour ça que ces saisons-là m'ont servi à me construire aussi dans ma vie d'homme, dans mon regard sur le métier, la nature humaine aussi. Il y a plein de choses qui m'ont fait grandir dans ces périodes-là. Et ensuite, j'ai vécu, vous allez en parler derrière, le moment avec Luzenac, qui a aussi porté beaucoup de joie et d'émotions. Justement, ce rebond à Luzenac, donc je pense qu'aujourd'hui, l'histoire de Luzenac, on peut qualifier comme l'une des plus tragiques du football français, où lors de la saison 2013-2014, vous gagnez. Vous l'une des plus belles, c'est tragique. Moi, je ne vois pas le verre à moitié vide, à moitié plein. C'est comme ça. Vous rejoignez donc Luzenac, un petit village de l'Ariège de 600 habitants. Et ce village, vous l'amenez en Ligue 2 et au final, on vous refuse l'accès d'abord financièrement, puis après parce que vous n'avez pas de stade. L'été dernier, on a vu qu'au final, il y a eu une erreur de décision du tribunal. Donc, vous aurez dû gagner votre place. Et comment ça s'est vécu, vous qui étiez dans le groupe, comment vous avez vécu en tant que les joueurs, comment ça se passait cet été plein d'indécis finalement, vous ne savez pas de quoi votre avenir allait être fait. Ça a été des montagnes russes. On sortait d'une saison tellement accomplie sur le plan sportif, humain, tellement riche en émotions, que vivre ces 3 mois d'attente en ayant vraiment connaissant c'est vraiment le terme montagne russe, c'est qu'un coup on y était, un coup on n'y était pas, c'était difficile, très difficile de se projeter. Bon, moi j'étais plutôt sur la fin, donc j'avais pas d'ambition de rebondir derrière, mais des joueurs qui étaient sollicités, savoir s'ils devaient rester. Mais ça s'est toujours fait dans le respect des uns des autres. Sincèrement, ça nous a sûrement encore renforcé notre amitié qui perdure aujourd'hui. Je pense que les joueurs qui ont pu vivre pendant 3 mois avec nous cette saison-là se sont rendus compte que c'était particulier, cette équipe-là était particulière, ce club était particulier, même s'il grandissait et évoluait. Et si ça a pu servir à d'autres clubs pour pas refaire peut-être les mêmes erreurs, même si, comme vous l'avez dit, la justice a reconnu les erreurs de la Ligue, voilà, ça c'est le plus important. En tout cas, les équipes qui ont pu monter après nous se sont mieux armées pour pouvoir affronter cette administration, cette sorte d'époque de monarchie gérée par M. Frédéric Thiriez. Vous évoquez la bonne ambiance du groupe, c'est justement ça qui faisait la différence à l'équipe. C'était une bande de copains qui se retrouvaient d'abord pour jouer au football et les résultats se sont enchaînés derrière. Vous savez, que ce soit Luzenac, le Real Madrid, Liverpool ou le Paris Saint-Germain, les résultats ne se font que par la cohésion d'équipe et la cohésion de groupe. C'est pour moi une part importante de la réussite au haut niveau. Si chacun n'est pas capable de mettre ses talents de côté et de tout faire pour le collectif et de se dire que celui qui va côté de lui, c'est d'abord un partenaire et pas l'adversaire, de ne pas avoir d'affinité dehors du terrain, mais en tout cas sur le terrain de tout. Bon, c'est vrai que pour le coup, à Luzenac, on avait à la fois cette connivence sur et en dehors du terrain, ce qui a permis effectivement de soulever des montagnes. Et le plus grand regret que j'ai finalement et qu'on a tous de cette saison, de cette non-accession en Ligue 2, c'est que dans mon fort intérieur, je pense qu'on aurait pu aller encore plus haut. Voilà. Pas parce qu'on était forcément les plus forts intrinsèquement, mais on avait des qualités, une cohésion de groupe qui nous permettaient de renverser sûrement des obstacles qui paraissaient infranchissables au premier abord. Je vois, et malheureusement, Luzenac a dû repartir de tout en bas. Depuis, vous avez arrêté votre carrière là-dessus, et depuis, vous avez intégré l'entreprise CLK Foot, qui est une entreprise d'agents de joueurs, avec Stéphane Canard qui la dirige.
Vous êtes conseiller sportif dans cette entreprise. Pouvez-vous nous expliquer votre rôle que vous tenez? Mon rôle, il est très simple. Il est de détecter, en tout cas, avoir beaucoup de matchs, c'est la première chose, de voir des potentiels, des joueurs avec qui la société aimerait travailler. Et voilà, je suis une sorte de recruteur pour la société. Et ensuite, ce qu'on appelle conseiller sportif. Alors, c'est vrai que c'est un terme un peu générique pour parler des collaborateurs d'agents. Mais bon, pour le coup, que ce soit moi ou mon autre associé Stéphane Trévisan, on a tout à fait la légitimité d'endosser ce rôle-là de conseiller sportif, puisqu'on a une carrière. Et l'idée, c'est de donner aux joueurs qui travaillent avec nous les ingrédients de la réussite de haut niveau, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes. Voilà, c'est la seule prétention que j'ai dans ma vie, c'est de connaître très bien le football, ses rouages, un vestiaire de pro, pas un vestiaire de club amateur, c'est différent. J'ai beaucoup de respect pour l'amateurisme, mais j'ai fini amateur, donc j'ai pas de souci avec ça. J'ai commencé, j'ai fini amateur, mais tout est différent, les enjeux sont différents, la pression est différente. Il y a beaucoup d'aspects à gérer. Les relations aussi avec un staff pro sont vraiment différentes. Il y a tout un cadre qui est peut-être parfois méconnu par les joueurs. Et c'est important voilà, de leur apporter cette connaissance en amont et aussi de mettre de l'huile dans les rouages pour certains qui connaîtraient des difficultés, soit de communication avec leur staff, soit de communication aussi avec tout l'entourage club, partenaires, supporters. Et l'idée, c'est voilà, de les faire grandir et de les amener au maximum de leur potentiel. Bon, vous êtes de l'intérieur, mais c'est vrai que de l'extérieur, il y a beaucoup de critiques dans l'entourage, que ce soit l'entourage des joueurs ou l'entourage des clubs. On dit souvent qu'il y a beaucoup trop d'intermédiaires, que ça pollue le système. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, vous qui êtes en plein dedans? J'en pense que oui, effectivement, il y a beaucoup de pseudo-agents, des usurpateurs, des gens qui endossent un rôle pour lequel ils ne sont ni préparés ni formés, pour lequel ils n'ont aucune légitimité et qui conçoivent ce métier comme une machine à argent. Souvent, on voit des agents, je retombe dans mes travers, mais des personnes non habilitées à travailler, faire signer des contrats de mandat à des mineurs et ne pas s'en occuper. En fait, ils mettent un billet, ils prennent, c'est un pari pour eux, se dire qu'un gamin de 16 ans va réussir et d'être là autour de lui, comme une sorte de babysitter en fait. Moi je les appelle des babysitters, moi je suis pas une babysitter, hein. Moi j'accompagne pas les joueurs dans leur quotidien, justement, on essaie de les responsabiliser au maximum. Alors on leur donne des conseils, ça c'est tout à fait légitime, mais ils sont maîtres de leur destin et ils sont surtout acteurs de leur carrière. Ça c'est très important. Moi je n'aime pas les joueurs fumer la chicha, je ne sors pas en boîte avec eux, je ne vais pas prendre je passe pas ma classe avec eux, j'ai de très très bonnes relations avec eux, je pense, en tout cas de mon côté, moi c'est comme ça que je le conçois, mais je reste dans mon rôle et il y a trop de personnes qui pensent qu'en étant à côté du joueur, en l'influençant, ben, ils vont gratter sur la bête, voilà, mais la maturité aidant, après, vous savez, les joueurs ouvrent les yeux et c'est dans la difficulté qu'on reconnaît la compétence et le savoir-faire. Donc finalement, au final, tout ça, ça s'écrème et au fil des années, je vois bien que des joueurs confirmés sont accompagnés par plus ou moins toujours les mêmes personnes, même s'il y a des agents habilités qui émergent, et c'est normal, et tant mieux, parce qu'ils ont fait un bon travail. Mais la jungle, là, elle est surtout chez les jeunes, et quand ça devient compliqué, on voit que ça s'échappe vite. Voilà, à la fin de votre carrière, comment vous vous êtes retrouvé dans l'agence CLK Foot? Comment ça s'est fait? C'est vrai que vous arrivez à la fin quand même, vous pouvez vous questionner sur ce qui va être votre après. Avant ma signature à l'EGENAC, Stéphane Canard, qui était mon agent, m'avait proposé m'avait demandé de réfléchir à la possibilité de le rejoindre. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais pas encore préparé je sentais qu'il me manquait encore quelque chose dans ma carrière. Et c'est vrai qu'une fois que j'ai vécu l'aventure du Genac, ben, j'ai voulu embrasser cette carrière-là. Dans les premières années, c'était de regarder un petit peu de loin comment ça se passait, ou de près aussi, d'accompagner Stéphane sur des déplacements. Et ensuite, je me suis lancé tout